à l'île Bouchard, qui est donc le fief de M. Jean de Vert, que je connais depuis presque une vingtaine d'années, en fait, il faut dire les choses comme ça. Et notamment, en 91, on s'est beaucoup rencontrés au colloque de l'église Sainte-Anne, où il y avait Pierre Brindamour. On s'est rencontrés aussi lorsqu'il y a eu l'émission de Chavannes, puisque moi j'avais accompagné M. Benazrac, que j'avais fait publier chez Très Daniel, parce que c'est quand même moi qui était l'éditeur. Et puis on s'est rencontrés aussi à Montluçon, avec des fortunes diverses, à un colloque qui a également eu lieu, où il est intervenu dans un contexte qui n'était peut-être pas très favorable, parce que ce n'était pas des historiens, mais c'était plutôt des astrologues. Alors là, il se propose de faire un tour d'horloge, comme il dit, sur une trentaine d'années, de son activité de recherche dans le champ prophético-nostradamique. Alors donc, on vous écoute, M. Devers, vous allez donc commencer par le tout début. Oui, alors le tout début, c'est en 1976, mais peut-être un petit peu avant, j'avais été sensibilisé à Nostradamus par quelques auteurs comme Serge Hutin et tout ça. Eh bien oui. Donc ça m'a intrigué. Et j'ai été sensibilisé aussi par Éric Murès, qui a écrit l'histoire et dans les gens du Grand Monarque. J'étais peut-être déjà sensibilisé par le mythe du Grand Monarque, parce que moi-même, météorologiste, il y a déjà une veine impériale avec certains livres qui sont publiés après, Empire des nuages, il y a des livres qui sont parus sur ce thème-là dans les années qui ont suivi, quoi. Ah bon? Donc, j'ai étudié cette thèse de Éric Murès, ça m'a dirigé vers les... Oui, vous pouvez le montrer à la caméra, le livre. Oui, oui, je connais bien cette collection chez Albin Michel. Oui. Les chemins de l'impossible. Voilà. J'en ai acheté beaucoup à une époque. Il y avait aussi... Enfin, il y avait des tas d'auteurs que voilà. Dans la foulée, le même mois de novembre 1976, j'ai acheté les prophéties Nostradamus. Oui, ça c'est l'édition qui est... de Pierre Belfond. Oui, c'est ça, avec les commentaires de Hutin, je crois. Oui. Vous pouvez montrer là une seconde, encore un peu plus, moi on l'a connu, mais autant qu'on soit précis, voilà. Donc c'est l'édition Belfond, qui a été rééditée d'ailleurs depuis, avec les commentaires de Serge Hutin. Serge Hutin, oui. Donc, moi, en tant que temps pratique, je suis rapidement orienté vers s'il y avait quelque chose, une pyramide à trouver en Provence, je suis vraiment orienté vers l'étude des quatrains qui pourrait donner un site à trouver. Oui, il y a effectivement... S'il y a vraiment quelque chose, parce qu'il y a eu aussi des auteurs comme Séverin et Battefroy qui ont fait des livres aussi là-dessus. Et donc ça m'a amené, après 3 ans, d'avoir tourné un peu en rond, avoir détecté certaines choses, comme j'avais déjà détecté qu'il y avait des quatrains sur le honnissement, il y avait des quatrains qui étaient avec des traits à Saint-Georges, honnissois qui m'a dit pense, et qui avait trait aussi à la pyramide. Le 6,90 a trait à la pyramide. Donc il y a une fameuse pyramide en Provence, je crois. Monsieur Hamel a fait une conférence récemment là-dessus, sur le mot Mansol. Alors j'étais arrivé à des choses cohérentes, et pour éventuellement me défendre pied à pied contre des contradicteurs qui ne sont jamais venus, j'ai fait une concordance pour dire on va discuter pied à pied des quatrains en connaissance de cause. Donc en novembre, décembre 79, j'ai fait une concordance. Vous avez dépouillé tous les mots-clés D'abord au papier, oui, en répertoire, et après taper à la machine. J'ai fait tout, taper à la machine. Vous nous l'aviez montré à l'époque, oui, effectivement. Donc, ça me permet... Et là, on va regarder un peu comment ça se présente. Je prends celui-là qui... Non, mais celui-là, il est vraiment... c'est vraiment un manuscrit. Comme ça, on voit un peu votre travail. Vous nous expliquer un petit peu comment vous avez réalisé, c'est peut-être pas difficile, mais expliquez-nous un petit peu comment vous avez procédé pour y arriver le mieux possible. Chez les météorologistes, on travaille beaucoup de données. Là, on prend un mot dans un quatrain, on dit quatrain temps, et puis c'est terminé. Hein. Vous voulez dire que votre formation de météorologiste vous a aidé à faire les calculs, à faire des recensions très J'avais fait une dépression avant, et puis faire des listes comme ça, c'est très bon pour le mental. Ah oui. C'est très bon pour le mental. D'accord. Alors, effectivement, partant de là, de l'étude, j'ai trouvé un site en Provence. Donc pour moi, c'est Fontaine de Vaucluse. Mais pourquoi vous vouliez absolument vous occuper de cette affaire de pyramide? Pourquoi c'était devenu si important? Déjà, je savais que ça avait trait à Saint-Georges. Saint-Georges, c'est dans ma famille. Ma grand-mère s'appelle Onis Elina Félicité. Mon prénom, c'est Georges. Donc il y a un attrait familial aussi. Oui.
Donc, prouver que, effectivement, en plus, il y a un trésor, une pyramide à trouver, c'est le comble, quoi. Ça, c'est Muret qui en parlait de cette histoire de pyramide. C'est Muret qui parle. Muret, j'en parle. Oui, c'est ça. Ça va faire la preuve de la lignée royale. En fait, dans toutes vos recherches sur Nostradamus s'articulent sur des questions monarchiques. Bon, monarchique, c'est pas le mot, moi j'aime pas le mot. Enfin, des questions liées à... Moi, j'ai fait pharmacie avant, c'est les abeilles qui m'intéressent. C'est l'esprit collectif. Ah, oui, le mot monarchique, ça m'intéresse pas tellement. D'accord. Donc, à ce moment-là, j'ai trouvé des choses en Provence, dont l'écriture DM, dont parlait Serge Hutin, dont parle Muret. J'ai trouvé une écriture. Ça m'a amené à faire 2 volumes pour expliquer pourquoi le site était le bon. Oui. Et donc vous l'avez trouvé où vous me disiez ça a été... Fontainebleau-de-Vaucluse. Oui, c'est ça. Donc c'est pas très loin d'Avignon. C'est pas très loin d'Avignon, comme c'est dit d'ailleurs. Hein. Oui. Alors le problème, c'est que Muret, lui, était parti sur l'hypothèse des antiques. Les antiques de Saint-Rémy-de-Provence. Eh ben oui. Et il y a un quatrain qui dit que, la renommée des antiques de Saint-Rémy-de-Provence sont ruinées. Il y a un quatrain comme ça, c'est l'armée oui. il y a un quatrain. Oui, c'était pas une bonne piste. C'était pas la bonne piste. Ouais. Alors, j'ai trouvé quelque chose, ça convenait bien, au point de vue de la convergence des quatrains. La convergence des quatrains montrait bien que c'était Fontaine-de-Vaucluse, la Sorgue, que ça convergeait avec l'hypothèse Pétrarque. Pétrarque avait été là, qu'est-ce qu'il cherchait dans les grottes Pétrarque, hein. Le camp de Saunier, tout ça, il en parle. Donc, il y avait une convergence culturelle importante. Dans le même temps, 81, c'est à 80-81, Éric Muret, avant de mourir, publie Voyance et prophétisme. Et là, vous êtes frappé par le portrait qu'il propose. Le portrait, c'est mon portrait robot, je ne vais pas communiquer la photo. Alors là, on va être sur quelques coïncidences, comme ça. Il y a une liste de coïncidences, comme ça, pendant des années. D'un point de vue scientifique, c'est pas... Comment il avait, à votre avis, réalisé ce portrait robot? C'est pas lui qui l'a réalisé, hein, c'est le maquettiste de l'éditeur. Ah oui, en plus, c'est une vraie coïncidence. Comme non, ça. mais le problème, c'est qu'on a dans la tête parfois des choses qui viennent de loin et qui sont communes, qui trahissent une certaine famille. Enfin, on est de la même famille, quelque part. C'est le problème des abeilles. Moi, je me fiche pas mal du problème du monarque unique. Moi, je me pose le problème du cousinage, des informations dans un cousinage. Donc, on peut avoir ce genre d'informations qui arrivent à filtrer. Donc ça, c'est paru, c'est Sorlot. C'est Fernand Lanor. Fernand Lanor, qui est le fils de Sorlot, oui, c'est ça. Oui, c'est Sorlot, oui, d'accord. Et pour montrer que j'étais en discussion déjà avec un jeune prêtre dans les années 80, il avait fait pharmacie avec moi, et voilà ce qu'il pensait de mes idées. Oui. C'est la chimère. Je pense que tes idées, c'est une chimère. Ah oui, d'accord. Hein. Mais là, il n'a pas de peau, parce que dans les années 80, 89, 87, 91 même, hein, il y a une cinéaste qui a fait un film, Claire Devers. C'est pour ça que je vous dis des trucs bizarres. Qui s'écrit comme vous ou autrement? C'est Devers, mais c'est le principal, c'est D-E-V-E-R-S. Et elle avait fait un film Chimère. Le film Chimère. Et ça se passe dans une station météo à Bordeaux. Oh là là! Oui, quand même. Hein. Et à un moment donné, il y a une tempête. Il y a une véranda grisée, vert grisé. Oui, vert de vert. Oui, vert grisé. Enfin, cette notion de vert, on la retrouve dans les centuries, en fait. Hein, vérifique et tout ça, on retrouve. Donc, il y a des coïncidences. Ce que je veux montrer, c'est que ça, c'est une sorte de macroscope, une horloge. C'est le temps des physiciens. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information dedans. Si on regarde trop vite, de 1976 à 2009, il y a 33 ans, mais si on regarde trop vite, il n'y a aucune information dedans. Et si on descend dans le détail, à chaque instant, on voit qu'il y a des coïncidences. Ouais. Bon, alors j'ai travaillé sur les coïncidences, savoir si c'était des synchronicités, ou moi, j'ai dépassé le concept de synchronicité de Jung, qui travaillait avec Pauli, le physicien prix Nobel. Oui, voilà. Pour atteindre à une dimension, c'est-à-dire le PIPS, proximité physique d'information de proximité significative. C'est-à-dire que là, quand je parle de ça, je parle de proximité physique d'information significative. J'en ai plusieurs. C'est-à-dire que le problème de Jung, c'était de placer les synchronicités dans le temps. Bon, il y a le fameux cas, il a une patiente dans son cabinet,
elle parle d'un scarabée, à ce moment-là, il y a un scarabée qui tombe à ses pieds. C'est une conjonction dans le temps. Et il peut y avoir toutes sortes de conjonctions. Il peut y avoir des conjonctions dans l'espace. C'est-à-dire, à un moment donné, une information peut être là, une autre à côté. C'est pas une conjonction dans le temps, elle dure dans le temps, mais c'est dans l'espace. Donc il y a plusieurs formes de conjonction. J'arrête là parce que c'est un peu compliqué, mais c'est pour dire que mon sujet est très physicien. Voilà, là j'ai des lettres, beaucoup de lettres, parce que pour moi c'était déjà politique, c'est mon débat avec la présidence de la République, de 1986 à 2009. Bon, on pourra citer, non, mais le problème c'est que c'est un macroscope, il faut descendre dans le détail pour se rendre compte de la pertinence de la chose. Je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est polémique. En 1980... C'est une polémique qui touche à quel sujet, monsieur Devers? Au sujet central de la politique, hein, qui est le chef. Hein. Oui. Hein, qui est le chef, faut pas C'était déjà à la fin de De Gaulle, il y avait plus de... Oui, d'accord, mais De Gaulle... Non, justement, on tombe justement dessus. En 91, ce qui a précédé notre passage à la télé avec M. Benazra, pour moi tout du moins, ce qui m'a fait repérer, c'est les prétendants au trône de France de M. Destrange avec M. Douarenne qui était encore vivant. Ah oui, à la fin, ils mettent bien. Parmi la redécouverte des prophéties de Nostradamus ces dernières années a permis l'éclosion de la vocation de nombreux grands monarques. Nous connaissons personnellement l'existence de quelques-uns de ces personnages. On y trouve par exemple, entre autres, un joaillier. Notez que c'est du verre, le joaillier, c'est de la verrerie, hein, quand on verroterie. De Toulon, un météorologiste, humain, un éditeur de Grenoble et un retraité belge. Je suis un peu de nom belge, proximité significative. En cette fin de siècle, le phénomène semble aller en s'amplifiant. Bon, je ne veux pas polémiquer, mais M. de Lestrange n'a pas été très courtois. Il n'a pas étudié la question. Il m'a traité d'une façon un petit peu... Oui, aussi pas de votre nom. Plus que cavalière. Oui. Hein? Il ne donne pas votre nom. Non. Alors ça, c'est le fameux livre... En 94, pensé à la pensée universelle. Oui, bah oui, mais j'ai voulu faire un témoignage. Hein. C'était désespéré un peu. Hein, de dire, je voulais que quelque chose reste. Pour dire, il y a eu un travail de fait. Même si ça ne paraît pas chez les grands éditeurs, sur les grandes... Montrez-le, ce livre, puisque vous en avez tout un stock encore, je suppose. Ah oui, j'en ai 3000. Sur une sorte de verre. Même si ça ne paraît pas... Demain la gloire de l'Odifié, les centuries de Nostradamus, éclairées par elle-même. Et donc c'est effectivement un conte d'auteur. Oui. Donc j'ai voulu faire un témoignage pour l'avenir. Oui. Bon, en espérant le vendre aussi quand même. Et vous n'avez pas trouvé de circuit pour le vendre ou pas? Non. Ça n'intéresse personne. Le problème, c'est que, vous voyez comment je travaille finement, moi. Alors, si je travaille... Qu'est-ce quel est le contenu de ce livre alors ce soir? C'est toutes les centuries sont là. Oui. Mais avec tout un tas de renvois grâce à la concordance qui avait été faite. Eh bien oui, c'est ça. Hein? Justement, la question que je vous posais tout à l'heure, et puis, avant c'était l'utilisation que vous avez fait de la concordance. Il y a un autre sujet, c'est que pour moi, Nostradamus, il raconte pas des histoires décousues. Il raconte qu'une histoire, celle du grand monarque. Donc il fait tout un récit. Ah oui, donc les chapitres vont être au fil du temps distribués en fil de l'histoire du grand monarque. Et les quatrains sont rapprochés en fonction de le mot-clé. Donc il y a toutes les centuries sont là. Il y a aussi les présages et tout. Tout est là. Plus un classement des quatrains, éventuellement s'ils sont astrologiques. Il y a le classement des quatrains astrologiques, ils sont repérés dans la classe. Donc vous avez remis dans votre ancien livre vos résultats au niveau des sondages. À l'époque. Pourquoi? Après vous avez changé encore? Non, je n'ai pas changé tellement, mais ça s'affine avec le temps. Oui, c'est ça. Ça s'affine avec le temps. Puis, donc ça, c'est quand même important. D'accord, bah oui, c'est sûr, oui. Alors, en 91, parce que j'ai découvert autre chose, je suis retourné à la fontaine de Vaucluse, et à un moment donné, sur une embrasure de fenêtre de maison en ruine, j'ai découvert le mot Boni. Et il y avait des arcs. Comment ça s'écrit? B-O-N-I. Ah oui, c'est un mot qui est dans un quatrain. Oui, le quatrain qui est incomplet. De Boni. De Boni, oui. Alors d'abord, quand j'ai trouvé ça, j'ai regardé tout de suite. Je suis allé chez un des érudits du coin, il est mort depuis. Il avait beaucoup de dictionnaires, et j'ai trouvé le mot Boni, archéologue italien. Ah oui. De quelle époque?
il est mort en 1925. Oui. En fait, ce Bonny, je vais le dire tout de suite, c'était un ami d'Anatole France. Il a été le héros d'un livre d'Anatole France sur la pierre blanche. Il était le héros de Sur la pierre blanche d'Anatole France. Alors, il y avait des arcades, comme d'un temple, hein, Là, on est en quelle ville? À Salon-de-Provence ou à Saint-Rémy? À Saint-Rémy. Non, à Fontaine de Vaucluse. À Fontaine de Vaucluse, il y avait donc ce nom de Bonny. C'est discret, hein. Alors donc, votre avis, c'est... Personne ne trouverait, parce que j'ai affiné ma recherche sur le terrain. En fonction des 4 ans, j'ai essayé de trouver quelque chose. Et j'ai fini par trouver ce nom-là. Oui, c'est curieux. Alors, donc je suis allé à Rome. Je voulais avoir des renseignements sur cet archéologue. Eh bien oui. Hein? Donc on avait prophétisé l'existence. Je suis allé à la Bibliothèque nationale. Et puis à Rome, qu'est-ce que vous entendez par la Bibliothèque nationale à Rome? La Bibliothèque Vaticane? Non. Non, la Bibliothèque, parce qu'elles ont toutes des noms. L'État. Oui, mais enfin, elles ont des noms. Ah oui, d'accord. Il y a la Vallichelliana, il y a plusieurs. Ouais. Non, mais c'est l'État. Donc, il y a même eu une coïncidence courante, bizarre. Un jour, je sors de la bibliothèque et puis il y a un jeune homme qui vient devant moi, et puis il me dit, vous savez pas où sont les centuries? Ah bon? Il me pose la question. Toujours cette idée de proximité physique d'information portée sur. Oui, c'est ça. Donc, il y a des agglutinements qui se font, qui sont, on pourrait croire, fabuleux. On vous donne des clés comme ça au niveau au présent. Ils sont courants, mais il y a des agglutinements qui sont plus parlants que d'autres. Et le problème de la synchronicité de Jung, c'était de penser que ça pouvait être sur le destin d'une personne plus parlant que d'autres, les synchronicités. Donc, j'ai pas trouvé le livre, j'ai trouvé des livres de Bonny sur la colonne Trajan et tout ça. Il a beaucoup travaillé la colonne Trajan. Donc, si Bonny a trouvé quelque chose, il a certainement trouvé à partir de la colonne Trajan de Rome, en étudiant les fresques. Donc vous êtes convaincu que c'est bien son nom qui est dans ce quatrain? Alors j'ai trouvé un bouquiniste au bord de la rue à Rome, j'ai trouvé un texte de Grotecci de Ettore Romagnoli, où il parle de Bonny. Et il dit que Bonny est... Hein? Vous avez eu de la chance de trouver sur ce... Ah ben, j'ai de la chance, oui. Et s'il y a de la chance... Alors là, je ne peux pas traduire texto, j'ai fait la traduction quand même. Il dit que Bonny a fait il dit avoir fait une découverte extraordinaire. En revenant de voyage, il a laissé un signe tracé avec un os de cimetière, et il a trouvé un temple fabuleux. Et oui, que personne ne sait quoi. Ouais. Alors c'est quand même c'est plus qu'une coïncidence. Alors je ne vais pas donner les autres indices parce qu'on trouverait facilement. Je sais où. Rose de cimetière, bon. Donc, voilà. Il y a des coïncidences. De loin en loin, c'est des coïncidences. Alors, le problème, c'est que, moi, je me rends compte que beaucoup de gens ne raisonnent pas tellement en probabilité. Alors, sur l'entrefaite, après, ça dort un peu. Mon livre ne se vend pas. Je ne peux pas parler de ma découverte archéologique, ça n'intéresse personne. En 2000, après la crise de 1999 qui a fait tant jaser et qui a coupé, à mon avis, l'édition des livres sur Nostradamus. Il y a Philippe Delorme, l'historien, il publie La vérité sur l'histoire de Louis XVII. Le cœur qui a été transmis au fil des générations dans les familles nobles, et bien le cœur de Louis XVII, il est mort au Temple. Voilà, ça c'est 2000. Ça, il l'a fait d'après l'ADN, d'après comment il l'a fait? D'après l'ADN. Oui, c'est ça. C'était d'après l'ADN. Et là, il y a un rebond, je ne veux pas être méchant, mais vous savez, quand des gens sont partie prenante dans une histoire, dans une expertise, il y a de grandes chances quand même pour qu'il y ait un faux quelque part, une imposture scientifique. Pour moi, il y a une imposture scientifique. Parce que j'ai étudié l'histoire de Louis XVII aussi. J'ai des documents aussi. C'est pour ça, en 2002, pour faire on dit, il faut contre-attaquer, hein. J'ai fait un bouquin, Expertise royale, qui dit tous les faits qui vont contre l'analyse ADN et puis les faits historiques qui existent. Moi, il y a eu en 1799 des troubles royalistes en Belgique que personne ne connaît, même les Belges. On trouve des traces aux archives nationales. Bon, j'ai récupéré. Donc il y a des vers Bruggen qui ont été suspectés, beaucoup d'homonymes ont été suspectés. Trouble royaliste dit Barras dans ses mains noires, trouble royaliste en Belgique. Et moi, dans ma famille, je trouve que j'ai des vers Bruggen. Et à ce niveau-là, à cet âge-là, quoi, à cette époque-là.
Donc il y a plein de coïncidences comme ça. Il faut dire que c'est ça que si on n'étudie pas finement toutes les coïncidences, on n'arrive pas à une conviction, on va dire c'est simplement du bavardage. C'est pas du bavardage. Alors, en 2008, pour Delorme, toujours le même, toujours le même, il publie Les Princes du Malheur, mais il n'a pas de chance, c'est lui qui est dans le malheur. D'ailleurs, je crois bien que j'ai fait stopper la sortie de son livre. Ah bon? Au niveau au moins des livres du club de l'histoire, parce que j'en fais partie. À la fin, j'aime bien moi ce genre de truc. D'ailleurs, dans les prétendants au trône de France, il parle du météorologiste. Déjà, je suis déjà. Et puis à la fin du bouquin, La vérité sur Louis XVII, les princes du malheur. À cet enfant dont on a dérobé l'existence, justice a été enfin rendue en lui restituant la vérité de sa mort. Quel temps faisait-il lorsque s'est éteint le vin prairial de l'an 3? Quel temps faisait-il? C'est quand même de la météo, ça. Oui. Hein? Non, mais les choses s'agglutinent toujours. Il y a une raison pour laquelle elles arrivent à sortir. Le vin prairial de l'an 3, dans la pénombre du temple, abandonné de tous, Louis-Charles Capet, fils du dernier roi des Français, 209 ans plus tard, un glorieux soleil rayonnait sur Paris et sa banlieue, encore de la météo, comme si le ciel avait voulu signifier qu'il s'agissait d'un jour d'espérance et non de deuil. L'enfant roi, égaré depuis 2 siècles dans les limbes de l'histoire, retrouvait enfin les siens. Mais toujours la question, la probabilité. Est-ce que ça sort par hasard, cette météo? Est-ce que un psychanalyste dirait que Delorme ne sort pas ça par hasard? C'est le fait d'une poussée quelque part qui l'amène à dire une vérité qui sort, profonde. Alors, ça, c'est à mettre en parallèle avec toutes les coïncidences qu'il y a. Il y a beaucoup de coïncidences. En 2009, bon là c'est l'histoire actuelle. C'est l'histoire actuelle. Moi le mariage a toujours été important. Quelle serait ma concubine, ma compagne? J'ai jamais voulu devenir public avant que ma compagne soit avec moi. Finalement, les questions des 2 contents seront unis ensemble, quand la plupart à la marche seront conjoints, le grand d'Afrique en effrayeur tremble, Dieu me verra par la classe des joints. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je ne veux pas trop en dire parce que c'est encore trop chaud cette histoire, parce qu'on parle de terrorisme aussi. Donc ma compagne, elle est là maintenant. Donc à partir du moment où la compagne est là, c'est la rose, parce que contrairement à, c'est pas la rose de 81, ça n'a aucun sens. La rose socialiste, ça n'a aucun sens. À partir du moment où elle est là, ça devient imminent de devenir public. Puis là, c'est un dernier jet, dire un livre que je pourrais faire, Nostradamus vrai, la preuve par 9, un certain nombre de sujets. D'abord la langue de Nostradamus, que j'étudie notamment par le livre là, Demain la gloire de l'Olivier. Bon, les anges, parce que pour moi le texte n'est pas naturel, il vient d'ailleurs, et pour moi c'est un texte angélique. D'ailleurs il me dit dans ses premiers quatrains, il dit bien qu'il y a quelque chose, les moules et tout ça, enfin il y a quelques textes qui parlent de séraphins, de chérubins, tout ça. Enfin, là, bon, après je parle de la Révolution, il en est question un peu, les rouges et les blancs jugeront à l'envers. La famille royale, bon, il y a quelques quatrains qui semblent parler exactement de Madame Marie-Antoinette ou peut-être de Madame d'Angoulême, enfin de Louis XVII, ça y est des quatrains, de Saint-Georges, qui est le descendant, parce que c'est important, et l'attentat à la destruction de Paris, parce qu'on croit que c'est fini, c'est pas fini. À mon avis, c'est pas fini. Le risque est toujours là. Le Trésor, qui est découvert seulement après, je le place seulement là, même si chronologiquement c'est bien avant. Et le règne du grand monarque, il y a quelques quatrains, 57 ans, régnera et tout ça. Voilà. D'accord. Donc on va entrer dans des choses plus précises. Par exemple, alors, premièrement, cette fameuse affaire de la recension des mots importants, quelle en est l'utilité en fait? Quelle est l'application? Quand vous avez 2 mots dans 2 quatrains différents et que vous vous rendez compte que le sens des quatrains est proche, ça permet quand même d'éclairer un petit peu, d'avoir davantage de précision. Si vous allez de quatrain en quatrain,
vous cherchez un mot-clé, ça vous rapproche d'un autre qui va vous donner d'autres précisions. Ça permet de rapprocher les quatrains entre eux. Maintenant, la question est, moi je cherche, est-ce qu'il y a un ordre dans les quatrains? Est-ce qu'il y aura une clé de rangement des quatrains? Oui. Ça, c'est une question. À mon avis, il n'y en a pas. Non, à mon avis, il n'y en a pas. Il y a c'est qui, c'est Frontenac qui avait essayé de faire ça. Enfin, il était spécialiste en cryptographie. Oui, voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que les quatrains, ils ont à peu près 40 mots. Et puis que chaque mot dans le quatrain, il va ouvrir sur X mots, plus ou moins importants. X mots, ça donne X quatrain. C'est buissonnant complètement. Oui. C'est complètement buissonnant. Oui. Je ne peux pas tirer une lecture de quatrain en quatrain et dire on va ranger les 942 quatrains les uns après les autres, on aura la lecture impeccable. C'est pas possible. Cette lecture-là, elle n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini la lecture des quatrains. On n'a jamais fini, puisque vous vous rendez compte, c'est un labyrinthe. En fait, c'est un labyrinthe, ce texte. Vous entrez dans un quatrain, c'est une pièce, vous avez 40 portes, vous poussez une porte, ça vous donne sur un autre quatrain qui vous ouvre 40 portes. Et c'est infini, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut vraiment étudier ça, il peut y passer sa vie. Et encore ne pas tout comprendre. Alors, donc, effectivement, vous avez, donc, il y a d'autres personnes qui ont fait des recherches comme ça. Il y a Kléber, je crois qu'il a fait un travail là-dessus. Il y a Dufresne. Enfin, effectivement, vous êtes, ce qu'on appelle les dictionnaires, les inventaires des quatrains. Il y a des quatrains qui contiennent beaucoup plus de mots-clés que d'autres. On va jusqu'à 12 dans un quatrain. Oui, alors donc ça permet. Donc, quand un quatrin est constamment quatrain. Parce que les mots-clés, vous les déterminez comment, les mots-clés? Chaque mot est mot-clé, si vous voulez. Non, il n'est pas mot-clé s'il est tout seul. Si c'est un mot unique, il ne va pas être mot-clé. Si à partir du moment où il y en a deux, il vous renvoie un autre quatrain, c'est un mot-clé. Oui, c'est ça. Mais si dans un quatrain, vous avez 12 quatrains, 12 mots-clés, ça veut dire que vous pouvez peut-être une manière de faire une architecture des centuries, c'est de regrouper tous les autres quatrains par rapport à ces gros mots-clés. Ça va vous faire une sorte de fleur, avec des points. Oui, on pense un peu à l'astrologie en disant ça. Comme dans un thème astral, il y a des aspects, il y a des planètes. Non, mais je veux dire qu'il y a des ramifications. Des ramifications. Il y a des planètes qui sont très centrales parce qu'elles sont au cœur de plusieurs processus. Ça va être difficilement visualisable, même en prenant, il y en a peut-être quelques-uns qui sont à 12 mots-clés. 12 mots qui sont partagés avec d'autres quatrains. Vous allez poser ça sur un papier. Vous écrivez votre mot-clé, votre quatrain. Vous faites vos 12 renvois à 12 mots quatrains. Mais ça va vous prendre une feuille de papier immense. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le visualiser. Oui. Hein? Rapidement, l'écriture de chaque quatrain prend de la place, quoi. Oui, effectivement, mais enfin, ça permet effectivement une topographie des... Il y a des mots-clés qui ont trait justement à la découverte archéologique. Oui. Alors, Denis Hamel, justement, dans son intervention qui est sur Téléprovidence, qu'il avait faite à Montréal il y a un mois, il disait que Nostradamus s'était probablement intéressé un petit peu à tout ça, enfin, au monument de sa région, et que ça transparaît dans certains quatrains. Oui. Il raconte un peu ses visites, en fait, ses voyages. Alors, ce qui a troublé, par exemple, Murez, comme peut-être d'autres, c'est qu'il parle à la proximité du temple d'un aqueduc romain. Oui, alors là aussi, on est en Provence. Et bon, là, il y a le pont du Gard. C'est la quête de la chèvre d'or. Hein. Oui. C'est la quête de la chèvre d'or. Hein. Non, mais certainement, Nostradamus a tenu un journal de voyage. Il a dû tenir des... je ne connais pas ça. Enfin, je veux dire, il a peut-être... Moi, une de mes thèses qui est assez démystifiante, on n'est pas tout même, c'est que Nostradamus a laissé des papiers. Il y a un papier. Il avait des papiers, il a pris des notes, il est allé dans différents endroits, il a fait des lectures, et puis tout ça a servi éventuellement à un certain moment à faire des quatrains. Bon, il était à Saint-Rémy-de-Provence. Bon, il est né là-bas. On a tendance à penser que le site, c'est des antiques. Mais il y a un quatrain, je crois, où il dit « enfant trouvé un crime ». Et il a dû se promener aussi. Et on n'imagine pas qu'un enfant peut avoir fait des kilomètres pour se promener à l'époque, à pied. Et Fontaine-de-Vaucluse, c'est pas excessivement loin. Non. Hein? Il peut remonter peut-être à un aqueduc qui existait plus ou moins en ruine à l'époque. Enfin, vous pensez qu'il était enfant à ce moment-là? Ah ben il le dit enfant. Oui. Ah, il a peut-être trouvé de bonheur. Ah oui, c'est ça. Il a peut-être trouvé de bonheur. Hein.
Après, il a peut-être approfondi ses connaissances sur tout ça. Oui. Hein, mais il a trouvé, à mon avis, on pourrait trouver le mot crible. Hein. Enfant trouvé. Ça sera, on pourrait lire ce truc-là. Hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Allez-y. Je crois que c'est le mot, c'est associé au mot crible. Hein. Non, parce que vous parlez de texte qu'il aurait laissé de voyage. De lecture aussi. Vraiment, il a fait des lectures, il a recopié des documents, il a fait recopier des guides de voyage, des chroniques. Et puis tout ça, c'était en vrac, et puis ça a été récupéré pour faire quelque chose. C'est 9-9, normalement. 9-9. On va le lire, parce que c'est peut-être intéressant de le lire maintenant. Oui, allez-y. Ah, voilà. Quand lampe ardente de feu inextinguible, parce que lui, Murray, je reprends ça, il y aurait une lampe perpétuelle, hein, sera trouvé au temple des Vestales, enfant trouvé feu, eau passant par crible, et là, à Fontaine-de-Beaucluse, on est vraiment dans le crible, c'est vraiment la résurgence, périr au Nîmes, Toulouse, Choir-Léal. Bon, on a un certain nombre de renseignements là-dessus. Donc, vous voyez, à mon avis, on a ce texte-là qui dit ce qu'il a fait. Oui. Hein? La question, c'est le passage. La grande question que moi je me pose, vous savez, tous ces travaux qui montrent que tel quatrain parle de telle chronique, de tel événement, ou est inspiré de certains types de voyages. Enfin, il y a des tas de choses. On a l'impression quelque chose de très hétéroclite, comme quelqu'un qui aurait pris des notes de lecture ou des notes de voyage, et puis il aurait laissé ça dans un grand classeur, et puis après on aurait retrouvé tout ça, et puis on en aurait fait des centuries en quelque sorte. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là du tout. Hein. Oui. Pas ce sentiment-là du tout. Ce que je crois par contre, c'est qu'il a trouvé quelque chose, à mon avis, puis qu'il a dissimulé les renseignements topographiques dans ses centuries. Il les a éparpillés. Oui. Avec des mots-clés, on peut le faire, hein, avec des quatrains clés. Parce qu'on a l'impression, Jean Devers, on a l'impression que ces quatrains ne sont pas forcément prophétiques quand on les regarde. Moi, je ne vois pas ça n'a rien de prophétique. Oui, ce sont des descriptions de lieux. C'est peut-être quelque chose de prophétique quand il pense qu'il y a quelqu'un, peut-être un de ses descendants, qui va trouver, qui va reprendre la chose. Hein? Et alors, j'essaie de réfléchir à cette question-là. Est-ce qu'on aurait un quatrain qui dirait qu'il y a filiation prophétique de ce point de vue-là? Oui, donc effectivement, vous considérez qu'à la limite, Nostradamus n'est pas un prophète, ou c'est pas du tout ceux qui vont le lire qui sont des prophètes? Je vais peut-être pas jusque-là. Moi, ma langue, sa langue angélique, non, c'est pas un prophète qui parle de lui-même, c'est pas un prophète qui parle trop des mauvaises mœurs des gens et tout ça. Il parle pas. Oui, c'est pas un prophète biblique. C'est pas un prophète biblique. Hein. À mon avis, il a une science. Il a peut-être trouvé quelque chose enfant. Avant ou après, il a eu connaissance d'une langue. Il a été l'écho. À mon avis, l'écho d'un. Est-ce qu'il a composé lui-même cette quatrain? C'est une question, ça. Oui, hein? Bonne question. Hein? Est-ce qu'il a composé ou est-ce qu'il a simplement, comme il dit, entendu quelque chose qu'il a retranscrit? On imagine à Salon de Provence écoutant quelque chose, les voix dans le moule, enfin quelque chose. Une autre théorie, cher ami, c'est que, par exemple, si on prend les quatrains des almanachs, ces quatrains des almanachs étaient rédigés tous les mois, tous les ans. Il n'est pas certain que ce soit lui qui a écrit les quatrains des almanachs. Il écrivait les pronostications de ces almanachs, il écrivait les prédictions de ces almanachs. Et il semblerait que quelqu'un d'autre, c'est une des thèses que j'ai développées dans mon post-doctorat sur Giffred Rechac et la renaissance du nostradamisme au XVIIe siècle, il semblerait que quelqu'un d'autre ait compilé des mots qui étaient dans ses prédictions en prose pour en faire des quatrains. Moi, une de mes théories, c'est que beaucoup de choses que Nostradamus a laissées sous forme de prose ou de notes un petit peu éparses, eh bien, c'est ça qui aurait servi de matériau pour faire des poèmes. Il semblerait, d'ailleurs à un moment donné, moi je me demande Nostradamus n'était pas forcément quelqu'un qui aimait faire des poèmes. Je me demande si vraiment Nostradamus, il a fait ses almanachs à caractère agricole et climatique,
il a attaché autant d'importance qu'à ces centurions. Parce que c'est. Moi, je délaisse, c'est vrai que je délaisse un peu les almanachs. Ah oui. Mais le problème, alors ça nous renvoie à une question très délicate, mon cher Jean Devers, c'est tout simplement le fait que on a des attestations beaucoup plus solides de la parution d'Almanach de son vivant que de Century. Parce qu'on a les éditions de 455-457 des prophéties. Vous savez que Jean Ruisseau, justement, dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés, en présence de Jean Ruisseau, en 85, à Salon de Provence, eh bien, lui, il avait souligné à juste titre qu'il y avait deux types de titres pour les prophéties, les centuries. Il y avait d'un côté les prophéties, ça s'appelait les prophéties dans certaines éditions, et les grandes prédictions merveilleuses dans l'autre. Vous avez l'ouvrage de Ben Azra? Oui. Oui, je cherchais. J'ai coupé. Allô? Bon, maintenant, j'ai des alertes de tous les côtés. Bon, c'est pas grave, je croyais que c'était mon débit tout à l'heure. Bon. Oui. La théorie, la plus effectivement, les quatrains centuriques seraient parus sous le titre des grandes et merveilleuses prédictions, et que ensuite on aurait préféré l'autre titre, les prophéties, C'est plus court. parce que, tenez-vous bien, parce que Nostradamus de son vivant aurait déjà publié des ouvrages sous ce nom-là. Sous ce titre-là. Sous ce titre-là. Sous le prophétie. Oui, mais pas avec ce contenu-là. Ah oui. Donc, en fin de compte, c'est-à-dire que, parce qu'il est attesté qu'il aurait publié des prophéties de son vivant, mais on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Apparemment, ça circulait. Il semble que c'était plutôt des prophéties astrologiques, avec des années, telle année correspond à telle planète, etc. Et c'est ça, et c'était une chose qui publiait régulièrement, qui était plutôt ce qu'on appelle des prophéties perpétuelles. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette expression dans la préface à César, vaticination perpétuelle. Donc les vaticinations perpétuelles, vaticination c'est un synonyme de prophétie. Hein, ça veut dire prophétie. Oui, mais quand on veut faire la prophétie perpétuelle, c'est comme le calendrier, ça. Non, le problème... Les prophéties perpétuelles, c'est des prophéties qui permettaient pour chaque année de savoir quelle était la marque de l'année. Non, le problème qui se pose avec ce genre d'écrits, qui sont des quatrains, que ce soit en poésie, c'est pareil, vous pouvez avoir beaucoup de production. Effectivement, à un moment donné, si on n'a plus vraiment la trace de ce qui a été écrit, on peut recomposer des choses, enfin, ça se prête à beaucoup de mélanges, si vous voulez. Ça se prête à un quatrain, vous le laissez sur une feuille, vous le mettez avec un autre quatrain, vous n'avez pas forcément... ce que je veux dire, c'est pas... Je n'attaque ni les défends Nostradamus, je veux dire que ce genre de texte, qui est quand même assez court, qui peut se trouver rassemblé sur des milliers de feuilles, donc ça peut se prêter à des mélanges de production, d'édition. Puis il y a un autre problème qui est la question des quatrains qui auraient pu être retouchés. Un des quatrains, par exemple, les plus remarquables dans ce point de vue, c'est le quatrain sur Chartres. Chartres, il y en a peut-être deux. Hein. Alors, vous qui justement êtes un spécialiste des mots-clés, alors vous verrez qu'il y a, tout à l'heure on parlait de quatrain sur Tours, le quatrain sur Chartres, c'est le quatrain, je crois, 986, une abuse. Il y en a 4. Hein. Oui. Il y en a 4. Il y a 986, effectivement. Alors, le quatrain de 986, il est particulièrement intéressant. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Justement, je crois que... Dire, moi, je sais pas si c'est difficile de se rappeler de tous les quatrains. Il est intéressant parce qu'il parle du couronnement. Du Bourg-la-Reine parviendront droit à Chartres et feront près du pont Antony pause, sept pour la paix côte-le comme Martre, feront entrer d'armée à paix close. Bon, alors... Alors, Chartres a été commenté très rapidement comme annonçant le couronnement d'Henri IV. Vous savez qu'Henri IV
exceptionnellement, n'a pas été couronné à Reims, mais à Chartres. Alors, dans ce quatrain, on nous parle à la fois de la volonté de Henri IV d'entrer dans Paris, et à la fois du fait que, à partir de là, il a pu se faire couronner, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les mots que vous avez prononcés, Antony, tout ça, ça renvoie. Est-ce que vous connaissez la thèse de Madame Garroussos sur l'utilisation pour la composition de son nombre de quatrains du guide des voyages de Henri Estienne? Non, je ne connais pas. Par exemple, le quatrain à Varennes, par exemple. Le quatrain Varennes. Oui, d'accord. Mais moi, celui-là, je l'écarte parce qu'il y en a qui l'assimilent à la fuite de Louis XVII. Oui. Mais je l'écarte. Louis XVI, plutôt. Il n'y a rien de... mais il de Louis XVII qui était avec lui. Parce qu'il n'y a rien de sûr là-dedans. Hein. Il n'y a rien de sûr. On ne peut pas vraiment... Non, mais c'est la composition qui nous intéressait, pas de savoir si c'est sûr ou pas. Non, mais je regarde le nombre de mots-clés. Hein. Et il y a beaucoup de noms de villes. Il est pauvre. Il renvoie quand même au 237. 237. Il renvoie, je crois que c'est 237 qu'il doit renvoyer. Il y a un mot qui est dedans, qui est commun, apparemment. 237. C'est que vous étudiez plutôt les communications internes aux centuries que les rapports entre les centuries et les documents externes. Bah, vous savez, il y a des gens qui sont très brillants là-dedans. Hein. Il y a des livres entiers qui ont été... Vous étudiez plutôt la structure interne. Oui. Il y a des gens qui ont trouvé des événements, qui ont recomposé des événements après les quatrains, mais de toute façon, moi j'admire, hein, mais moi je ne peux pas produire ce genre de choses. D'ailleurs, il y a des livres, des tomes entiers qui ont été faits sur l'interprétation des centuries. Alors attendez, il faut trouver, là, je ne sais pas, le mot-clé qui va avec. Je ne sais pas exactement. C'est pas le 237. Alors moi que je me rends... C'est votre méthode, c'est de... Il y a longtemps que je vous l'avais montré ça. Oui, ben j'ai oublié. Hein, moi aussi j'ai un peu oublié. Parce que c'était il y a 18 ans. Quoi que j'ai bien été influencé par ça, je ne sais pas. Non, là c'est une copie A3, A4, c'est pas très facile à lire. Donc qu'est-ce que vous essayez de montrer là en ce moment? Vous prenez un quatrain et vous essayez de voir à quels sont les, s'il y a des mots-clés qui... mais vous ne savez pas les mots. S'il y a un renseignement supplémentaire. Oui, c'est ça, mais vous n'avez pas de moyen de le savoir, a priori. Il y a un mot... Il faut que vous preniez tous les mots du quatrain pour savoir si ces mots correspondent à des quatrains. Pourtant, je sais pas, non, on va pas insister là-dessus parce que ça ne mène pas à Chartres. Non, mais par exemple, c'est pas ça que je voulais montrer. Je voulais montrer que dans ce quatrain, comme dans le quatrain de Chartres, comme ce quatrain de Chartres, par exemple, que vous aviez tout à l'heure, regardez, il y a Beau-la-Reine, oui. C'est un nom de lieu. Antony, pour Antony, c'est un nom de lieu. Oui. Chartres, voilà. Pareil. Et Chartres, effectivement, Chartres, c'est aussi un nom de ville. Mais Martre, on ne sait pas, après tout. Hein. Voilà. Martre, on ne sait pas non plus. Hein. Mais, si, parce que, attendez, je me souviens plus pour Martre. Il y a Montmartre. Il y a Montmartre. Il y a Montmartre. Or, justement, Montmartre était en dehors de Paris à l'époque. Et quand Henri IV assiégea Paris, apparemment, il était installé sur le Montmartre. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la source, parce que vous avez une démarche, vous n'étudiez pas. Bradamon, justement, lui, il s'intéressait aux sources. C'est-à-dire, il savait d'où vient ce quatrain. Vous étudiez comment, si ce quatrain renvoie à un autre quatrain. Oui, enfin, oui. Alors, d'où vient ce quatrain? Eh bien, on a trouvé des sources, on a trouvé des guides de voyage, où, dans le même récit, dans le même chapitre, on trouvait Beau-la-Reine, Antony, etc. Et c'est comme ça qu'on peut, par exemple, s'apercevoir que dans certains cas, il y a un quatrain qui a été modifié. Quand on retrouve la source d'un quatrain, on peut aussi voir si le quatrain a été modifié. Et par exemple, il semblerait que le mot qui existait avant Chartres, parce que Chartres est relativement loin de Paris à l'époque, parce qu'il y a une distance, mais il y avait une autre ville qui est signalée, c'est Chastres. Alors la petite ville de Chastres, elle est beaucoup plus proche d'Antony et de Beau-la-Reine que Chartres. Et donc, pour que ça corresponde au couronnement d'Henri IV, on aurait changé le nom de Chastres, on changerait simplement une lettre, Chastres deviendrait Chartres. Et donc, l'idée aussi, c'est que un certain nombre de quatrains, on peut être interpellé, modifié par les commentateurs dans les années qui ont suivi l'apparition des centuries, de façon à prouver leur valeur.
Parce qu'en fin de compte, on peut demander ce ne sont pas des manipulations qui ont permis de conférer à certains quatrains leur réputation, si vous voulez. En changeant un petit mot, c'est-à-dire qu'on garde le quatrain, mais on met un verset, on change un verset, on change un mot, on change une lettre, et immédiatement ça... Ce sont des utilisations de quatrain assez ponctuelles pour un usage historique ou géographique restreint. Pour un usage historique et politique. Politique restreint. Et politique. Moi, je ne me situe pas dans cette démarche-là. C'est ça. C'est tout un champ. Voilà, c'est ça. Vous avez une autre, vous avez une autre dimension. Ça à des petites histoires particulières. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites histoires particulières des gens qui se servent des centuries pour défendre leur parti. Il y a d'un côté les centuries. Vous savez que les centuries sont divisées en deux paquets, si vous voulez. Il y a un premier groupe de centuries, un deuxième groupe de centuries, qui semblent avoir été utilisés par des camps opposés. D'un côté, les catholiques qui, dans leur centurie, s'en prennent à Tours, 4-1, je crois, 4-46, garde-toi Tours de ta proche ruine, donc ils s'en prennent à Tours, puisque eux ils sont catholiques, donc ils s'en prennent au camp opposé. Et puis, il y a le 4-1, 8-86 qui appartient au deuxième groupe de centuries, et qui lui annonce la victoire de Henri IV, et notamment des fameux Vendômes sur les Lorrains. Vous savez, Mandosius, Norlaris. Il y a quasiment un problème médical chez Nostradamus. Oui. Parce que, bon, on peut admettre, globalement, il y a une seule vérité que seul Dieu connaît, et autour de ça, nous, pauvres hommes, on a tout un tas d'imaginaires qu'on essaie d'appliquer en pensant que c'est la réalité. Mais pour moi, mon point de vue, c'est que Nostradamus a vu les guerres de religion, il a vu les esprits, comment ils devenaient fous, ils interprétaient complètement de travers, au point de tuer les autres. Et c'est un petit peu l'esprit aussi de Rabelais, c'est-à-dire qu'un langage, des convictions folles peuvent aboutir à... C'est une démarche sur une connaissance sur une maladie mentale, finalement. Alors moi, même la maladie mentale, je la fais dater de l'histoire de Gutenberg. Oui. Parce qu'à partir du moment où il y a des textes, comme la Bible, qui est sortie à ce moment-là, qui est interprétée dans tous les sens, chaque camp, chaque secte a son interprétation, les gens se battent, et il y a un problème de maladie mentale. C'est pour ça que je vous dis, Dieu il y a une seule réalité que Dieu connaît, que nous on ne peut pas connaître, on a un esprit vraiment trop petit, et puis autour de ça, chacun de nous est susceptible de dérailler, d'avoir un imaginaire, qui a autour de cette réalité unique tout un tas d'imaginaires qui sont plus ou moins faux. Et le problème, là, pour moi, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à Nostradamus aussi, c'est un problème médical. Il y a un médecin derrière, il ne faut pas l'oublier. Et alors, attendez, j'essaie de comprendre. Alors donc, non, mais quel est l'intérêt de la lecture de l'approche médicale quand on s'embarque sur une interprétation des quatrains qui n'a rien de fondé, chacun peut avoir son interprétation, on est malade. Oui. On est malade. C'est-à-dire qu'un esprit sain, dans un corps sain, ne s'appliquera qu'à des choses vraies. Il n'imaginera pas des choses folles, au point de commettre des meurtres. C'est des guerres à la fin. Hein. À mon avis, il ne faut pas, moi je dis, pas négliger l'aspect médical de Nostradamus. Nostradamus ou des gens qui s'intéressent à Nostradamus? Ah non, de Nostradamus, c'est l'aspect médical. D'ailleurs, qui le met en avant, l'aspect médecin de Nostradamus? On met que la peste en avant. Hein. On met que la peste, il y a d'autres pestes. Justement, j'ai un enregistrement, il y a une conférence de M. Brindamour qu'il a faite en 91 à l'école pratique des hautes études que j'ai enregistrée et qui va être dans quelques jours sur Téléprovidence, qui s'appelle Nostradamus et la médecine. Oui, mais la médecine, c'est général. Et lui c'est ce qu'il a observé de son temps. Oui, mais enfin, il en parle pas de ces questions. Est-ce qu'on imagine comment un médecin peut être isolé, seul à son époque, quand il voit les déraillements qui peuvent se produire dans les esprits de ses contemporains? Oui. Et qui ne peut rien faire. Ah oui. Qui ne peut rien faire. Alors finalement, quel rapport entre ce malaise du médecin et le fait qu'il ait écrit ce qu'il a écrit? Justement, pour faire la preuve qu'autour de ses écrits, on peut beaucoup dérailler. Et comment est-ce qu'elle en a fait la preuve? En donnant des documents qu'on peut interpréter. Il suffit de voir la production énorme qui a été faite autour de ce livre, des interprétations. Donc vous voulez dire qu'il a fait ça pour montrer qu'on peut dire n'importe quoi ou pour comprendre n'importe quoi? On peut dire n'importe quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, j'ai toujours voulu éviter de faire de la reconstitution historique. C'est pour ça que ce 4 je ne l'ai jamais trop. Trop de reconstitution historique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Si ça existe. Si ça existe encore. C'est ça qui m'intéresse. C'est la seule preuve que je veux, moi.
Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par sur le terrain? Quand s'il y a un site archéologique, ah oui, et qu'il a dit, qu'il a décrit, que ces textes permettent de découvrir, ça m'intéresse, parce que c'est une réalité vraie. D'accord. Donc effectivement, la pierre archéologique, la grille archéologique vous intéresse beaucoup. Oui. Mais ça donne... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'histoire dans son histoire, il n'y a pas une conception historique, il y a une conception historique de l'histoire dans son idée. Même on pourrait se demander s'il n'est pas dans une forme, peut-être pas délirante, mais dans la succession de Joachim de Fleur ou des trucs comme ça, on peut se demander. Hein. Non, mais on pourrait par exemple se demander si c'est c'est des promenades en fin de compte. Ce sont des expéditions qu'il ferait, des expéditions dans différents endroits, oui. Et il décrirait des monuments qu'il voit. Non, je ne vois pas ça. Alors c'est quoi Non, moi je ne vois pas plusieurs monuments décrits. Vous, c'est la pyramide de Fontaine. Ça a toujours été ma démarche. Ça a toujours été ma démarche. Je ne vais pas m'amuser. C'est pour ça que le livre-là, il est bref, il est d'une oui. Concision. Montrez-nous vraiment qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre. Bon, vous nous dites je dis que c'est éclairé par les centurions éclairées par elles-mêmes. Donnez-nous un exemple de cet éclairage, Jean Devers. Enfin, moi, je raconte une histoire aussi, mais simplement par par rassemblement de quatrains qui ont le même sens. Ah oui, d'accord. Donc vous avez rapproché les quatrains. Qui ont le même sens. Et je laisse Nostradamus raconter. D'accord. Et vous les redictiez parce qu'ils ont des mots communs, vous les reliez? Des mots communs, oui. C'est ça. Oui, ils ont des mots communs, je les ai mis là sur là. Ah voilà, c'est ça l'idée. Cachés. Vous rapprochez des mots, des quatrains qui ont des mots en commun, et puis vous en tirez. J'en ai une mini concordance, ici, qui renvoie aux 4 chapitres. On va, effectivement, les quatrains du 4e chapitre, il va y avoir des causes qui vont se trouver dans le premier chapitre. D'accord. Et donc, pouvez-vous nous donner un exemple particulièrement frappant de ces quatrains que vous avez mis ensemble? En nous expliquant que vous les avez mis ensemble parce qu'ils avaient des points en commun, et ensuite vous essayez de comparer l'ensemble des quatrains. Non, l'ensemble des quatrains ainsi rapprochés. Enfin, il est certain que j'ai fait un travail aussi en fonction d'un corpus prophétique qui existe en France, qui dit des événements qui vont se produire dans les derniers temps. Ah, et ce corpus prophétique, ça n'est plus de notre centurie. C'est quels sont les autres ouvrages alors donc, il y a les prophéties de l'Aphrodée. Oui, non, mais allez-y. Il n'y a pas tellement de textes finalement. Hein. Bon, il y a la prophétie d'Orval. Oui. Il n'y avait pas tellement de textes qui permettent de regrouper les quatrains. Hein. Vous avez servi de la prophétie d'Orval, par exemple, dans votre travail? Un petit peu, bon, tellement oui. C'est plutôt... Enfin, à un moment donné, je me suis servi de Murès, qui lui était prospecteur, qui essayait de concevoir un futur possible pour la France, d'après des prophéties. Donc, je n'ai pas innové énormément. J'ai repris le travail de Murès, qui était quand même un historien assez sérieux, quoi. Oui. Bon, le problème de Murès, c'est qu'il est à une époque, c'est comme un zoom. Hein, il voit les choses de loin. Donc il les voit, il les définit mal. Et plus on se rapproche de l'époque cruciale, plus les détails apparaissent. Hein, c'est pour ça que je dis, ça c'est un livre de 94. Un témoignage de 94. Et donc depuis 15... Maintenant, je n'écrirai peut-être pas pareil. Ah bon? Qu'est-ce que... Je ferai paraître des choses qui ne sont pas dans le 94. Puis en plus, en 94, il y a des choses que je ne disais pas, j'ai peur de révéler trop de choses. Mais en gros, les 15 ans qui sont écoulés, ça vous donne le sentiment que vous étiez dans la bonne voie. Moi, je suis dans la bonne voie. C'est-à-dire qu'on est là, de loin en loin, j'ai mes petites coïncidences, mes petits cailloux blancs qui me disent c'est toujours la bonne thèse, je suis bon. Pour moi, je suis bon. Maintenant, la seule preuve que j'aurai, c'est de découvrir, c'est ce qui est dit, c'est de découvrir la pyramide, peut-être avec des textes chrétiens d'origine, des premiers temps des chrétiens. C'est ce qu'on attend. Et pour vous, c'est simplement, si j'ai bien compris, ou je ne sais pas si vous avez compris, c'est simplement comme ça, vous pourrez montrer de quoi parler Nostradamus. Voilà, l'idée de Murès, c'est qu'il y avait un texte en clair des centuries, quelque part, caché. Ah, voilà. Hein, il y a un texte en clair. C'est-à-dire que les carnets de voyage que vous auriez, il serait quelque part en prose, oui, voilà. Et à partir de cela, il aurait fait des centuries. Oui, c'est ça. Ça serait la thèse, moi je ne suis pas sûr que ce soit ça, parce qu'il parle quand même d'une langue, d'une inspiration, je ne sais pas comment il a fait ces centuries. Ça, je ne suis pas sûr qu'il les ait fait comme ça, simplement, d'une manière rationnelle. D'ailleurs, je vais poser tel mot, je vais mettre 40 mots, je ne suis pas sûr qu'il les ait fait d'une manière rationnelle. À mon avis, son inspiration est plus complexe que ça.
Mais l'idée, c'était ça. On a un quatrain sur les jeux capitolins. C'est-à-dire que finalement, Nostradamus aurait participé d'une certaine manière longtemps après les Romains à des jeux capitolins, et il aurait laissé quelque part les traces de ce qu'il voulait dire. Oui. Et encore une fois, la question qui se pose, c'est de savoir si ces documents avaient une grande importance à ses yeux. Parce qu'effectivement, si ce sont des notes de lecture, des notes de voyage, des carnets de voyage, des souvenirs, ce serait simplement une preuve. Ce serait simplement une preuve. Une preuve de quoi? De la composition de ces centuries. Oui. Et pour lui, les centuries, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ce qui permet à celui qui missionne, plus ou moins dans le temps, de finir son travail. Oui. Mais l'autre thèse, c'est effectivement. Alors, il y a aussi une question. Enfin, bon, l'autre thèse, c'est qu'effectivement, il aurait laissé dans sa bibliothèque, parce qu'il y a tout un truc là-dessus. On a retrouvé dans la bibliothèque de Nostradamus des documents, des manuscrits. On trouve ça d'ailleurs chez Belasra. Si vous lisez, par exemple, en 1566-68, on dit clairement. On dit à propos seulement de Nostradamus le jeune, de ceux qui se sont présentés comme ses héritiers. On dit. Qu'est-ce que c'est? Voilà, voyez-vous, prédiction pour 20 ans, continuons d'an en an jusqu'en l'an 1583, extraite de divers auteurs trouvés en la bibliothèque de notre défunt dernier décédé, Maître Michel de Nostradame. Donc il y a tout un scénario qui, dans les années 1568, d'ailleurs dans les années qui succèdent directement à la mort de Nostradamus, comme quoi, ce qui est tout à fait classique, on aurait retrouvé des documents dans ses bibliothèques. Bon. Donc documents qu'il n'aurait pas jugé bon de publier, documents qui n'étaient même pas faits pour être publiés, mais qu'on a utilisés pour faire ça. Et entre parenthèses, il parle de prédiction de 20 ans en 20 ans, qui est déjà des prophéties perpétuelles. Donc c'est probablement ce mot-là qui a pu être... Alors vous, par exemple, vous pensez que Nostradamus, il a publié de son vivant les centuries. C'est votre... Je vais vous faire une blague. Hein. Bon, j'ai un dictionnaire, là. Il n'est pas vieux. Hein. Il y a un dictionnaire, là. Vous regardez Louis XVII. Louis XVII. Vous voyez que c'est une histoire vraie qu'il est mort au Temple. C'est la dernière thèse. Ouais. Moi, on va regarder Nostradamus, en fait. Ouais. Vous regardez Nostradamus, c'est ça que je vous raconte. Allez-y, racontez-nous, c'est ça. Nostradamus, on voit que si on croit le dictionnaire comme ses yeux, Nostradamus, édition de Centurie astrologique 1555. Oui. Et c'est pas mis en cause, là. Oui. Je veux dire, si on doit croire, enfin, vous mettez en cause ce qui est dans le dictionnaire, quoi. Ah bah écoutez, alors ce qui est dans le dictionnaire, c'est moi-même j'ai écrit des articles dans le dictionnaire, pourquoi voudriez-vous que ce qui est dans le dictionnaire soit une vérité d'évangile? Non mais... Vous plaisantez? Non mais... Ben, c'est justement ce que je voulais vous entendre dire. Parce qu'il y en a, vous voyez, pour la thèse de 2017, les neurotemps, c'est dans le dictionnaire. Bon, voilà, ben c'est valable aussi. Il y a beaucoup de choses dans le dictionnaire qui sont des contre-vérités. Qui sont des contre-vérités. Ou qui simplement répètent. Le problème, c'est que c'est le mégaphone super, c'est officiel, le dictionnaire. Le problème, c'est que jusqu'à présent, les gens se sont beaucoup bagarrés et révoltés par rapport à l'histoire de Louis XVII, alors que finalement, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui protestent contre l'affaire que les centuries seraient parues du vivant de Nostradamus. Ah non, ça c'est une affaire d'érudit. Hein. Voilà. Donc c'est moins. Mais par contre, quand même, c'est important parce que effectivement. Il n'y en a pas beaucoup qui protestent contre Louis XVII non plus. Hein. Tous ses amis, vous pouvez. Même j'ai vu des scientifiques, des ingénieurs en parler. Et la question est enterrée. Hein. Oui. C'est l'ADN, clac. Et vous, alors justement sur ce point-là, Jean Devers,
quels sont les arguments contre l'idée, vous revenez un peu sur des trucs classiques, mais c'est intéressant quand même, quels sont les arguments qui vous font penser que Louis XVII n'est pas mort autant? C'est l'expertise royale, je ne vais pas la décrire en 2 minutes, hein. C'est tout un travail de recherche et de probabilité. Bon, c'est pareil, vous avez une discussion pour dire les centuries n'ont pas été. La publication n'est pas authentiquement de 1555 ou avant la mort de. Oui. Vous reconnaîtrez que votre thèse n'est pas si facile que ça à partager avec tout le monde. Non, mais on peut lancer quelques arguments. Oui. On peut lancer. Vous pouvez commencer à lancer un argument ou deux. C'est pas mortel votre histoire. Hein, ça ne changera pas l'histoire, les centuries. Mais moi, ça change vraiment l'histoire. Oui. Parce que c'est une volonté de changer l'histoire. C'est une manipulation de l'histoire. Oui. La date de sortie des centuries, vous la modifiez un peu, ça ne change pas l'histoire. Ben, ça veut dire que ça change. Par exemple, savoir si c'est lui ou non, si c'est beaucoup d'astrologues, beaucoup d'astrodamologues attachent une très grande importance au fait que ils veulent absolument que se construise l'image d'un grand prophète. Et entre parenthèses, aussi bien qu'au XIXe siècle, on disait le grand prophète et le grand roi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les deux vont de pair. Il faut qu'il y ait pour qu'il y ait un grand roi, il faut qu'il y ait un grand prophète qui vienne annoncer le grand roi. Donc là, on est entre l'affaire du grand prophète, est-ce qu'il y a un grand prophète, qui est le grand prophète? On a besoin de bâtir le mythe d'un grand prophète pour justement servir de référence au grand roi, à l'avènement du grand roi. Je vais vous dire, le grand prophète, pour moi, c'est Nostradamus. Il descend dans le détail beaucoup plus finement que les prophéties. Mais justement, si par exemple, par hasard, si on peut dire, on s'apercevait que c'était pas Nostradamus qui avait écrit les centuries, ou qu'elles avaient été écrites après, qu'on les avait reconstituées après sa mort, comme on a fait pour Blaise Pascal, où on a rassemblé les morceaux de Blaise Pascal pour faire les pensées. On a mis ça bout à bout. Bon, plus ou moins bien. Et bon, c'est comme, vous savez, je crois que vous avez besoin dans votre système que Nostradamus soit le prophète, parce que justement, il faut qu'il soit le prophète, que les centuries soient du grand prophète, et que les centuries annoncent le grand monarque. Tout est lié. Enfin, j'ai dit qu'il n'était peut-être pas prophète comme on l'entendait. Oui. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui peut vraiment en discuter. Nous sommes un cercle de gens qui connaissent. C'est sûr. Mais il n'y a pas grand monde qui le connaisse. Non, mais justement, comme vous dites vous-même, quand on écrit dans un dictionnaire, quand il y a un spécialiste qui écrit dans un dictionnaire quelque chose, eh bien, c'est les autres qui le croient. Donc, il suffirait que les chercheurs se mettent d'accord sur d'autres positions pour que le public aussi aille dans une autre direction. Tant que le chercheur, celui qui a une idée un peu iconoclaste, est isolé, il ne peut pas sortir de